Magazine Bel Âge en ligne, première émission. Ici Daniel Poirier qui vous souhaite la bienvenue à cette production numérique qui s'adresse aux aînés francophones d'un peu partout au Nouveau-Brunswick. Une production qui sera axée essentiellement sur la santé et le mieux-être, avoir une meilleure qualité de vie finalement. Et on va parler de saine alimentation, d'activité physique, également de ce qui nous entoure, de l'actualité. C'est important puisque à chaque jour, ponctuellement, les gouvernements prennent des décisions qui affectent la qualité de vie des citoyens aînés du pays et du Nouveau-Brunswick. On va tout de suite parler de l'actualité qui domine au Nouveau-Brunswick présentement, soit le conflit qui sévit présentement, le conflit contractuel qui sévit dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Un petit rappel des faits dans ce conflit. Au début du mois de mars, on a pris un vote de grève du côté des travailleurs syndiqués de ces foyers de soins. Ils sont 4 000. On a voté dans une proportion de 90 %. Essentiellement, on demande des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Ces gens-là sont sans contrat de travail depuis plus de 2 ans, 28 mois pour être plus exact. Et je disais que ça génère de l'anxiété, de l'inquiétude parmi les citoyens aînés de ces foyers de soins. Il faut dire que ce sont des gens qui sont en perte d'autonomie, souvent alités, qui ont besoin de soins sur une base continue. Et le personnel soignant est sollicité beaucoup pour ces emplois. On a voulu mieux saisir qu'est-ce que ça signifie de travailler sur une base quotidienne dans ces foyers de soins. On a rencontré un peu plus tôt Mme Janice Melançon. Mme Melançon qui est infirmière auxiliaire à la Villa du Repos. Sur son plancher, elle s'occupe avec 2 autres de ses collègues d'une vingtaine de patients sur une base quotidienne. Et vous allez le constater dans ses propos, c'est un travail assez exigeant. On l'écoute. À cause de la pénurie, il n'y a personne qui veut venir travailler avec nous autres. C'est souvent qu'il faut faire des dos. L'autre jour, j'ai eu un appel vendredi pour voir si je voulais faire un double dimanche. Je ne peux pas répondre ça tout de suite. Moi, je ne sais pas comment je vais être dimanche. Puis c'est toujours de même tout de suite. Ça fait un bout que la rétention n'est pas là de tous les foyers de soins. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Il faut avoir une passion, une attitude particulière, j'ai l'impression. Hein? Moi, je pense qu'il faut que tu aies du caring. Il faut que tu aies une passion pour aider les gens. C'est vraiment pas pour tout le monde. Il faut que tu aies beaucoup de patience. Ça prend quelqu'un de spécial. Vous, à un moment donné, vous êtes attaché à vos patients. Oui. Hein, c'est comme ça vient des... C'est ma famille. Non, à ce point-là? Oui, c'est ma famille. Ils arrivent, je les tiens la main, puis je les encourage. Puis je les tiens la main jusqu'à ce dernier souffle. Jusqu'à temps qu'ils fassent le passage. C'est ma famille. Je pleure avec la famille tant qu'ils partent. C'est ma deuxième famille parce que je suis avec eux plus que j'ai avec ma famille. Parce que quand j'arrive du travail, ben, c'est souper, les leçons, puis OK, il faut aller se coucher. C'est... Ça vous fait pas de peine de lâcher votre famille pour aller en grève? Ça se produit? Oui, oui, ça me fait de la peine. C'est la dernière chose qu'on veut faire. On pense avec la pénurie qu'il y a, puis pour garder les travailleurs qui viennent travailler, je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que tout de suite, c'est critique dans les foyers de soins. Puis le gouvernement dit, ils vont être en danger. Non, viens d'un foyer de soins aujourd'hui, puis viens voir ce qui se passe. Puis tu verras que si on va en grève, les infirmières sont là, l'administration sont là, les familles sont là. Vont être là, on va pas... Ils ne seront pas laissés seuls. Non. Mais c'est la dernière chose qu'on veut faire. Tantôt, Janice, tu parlais que c'était critique. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est critique dans les foyers de soins? C'est critique parce que le manque de personnel. Des fois, tu as 2, 3 cloches qui sonnent, les résidents ont besoin, mais il faut que tu choisisses qui est plus important. Quelqu'un qui a besoin de juste être assis puis écouter 5 minutes, puis là, tu as quelqu'un qui a besoin d'aller à la salle de bain. Ou bien, tu es quelqu'un qui est dans un dégât. Il faut que
faut que tu mettes les priorités. Tu vas au plus pressant, là. C'est ça. Tu vas faire le dégât le premier, mais... Puis là, tu vas aller à la salle de bain, oui, qui est probablement trop tard, tant ce que tu arrives là. Puis là, ben, lui, que tu as juste besoin de t'asseoir 5 minutes avec, il tient la main à cause qu'il a besoin du toucher, puis quelqu'un avec lui. La plupart du temps, tu n'as juste pas le temps, puis ça nous casse le cœur. Quel message vous avez pour ces enfants-là, les enfants des locataires qui sont chez vous? C'est la dernière chose qu'on veut faire. On aime vos parents. C'est notre famille. Ça paraît. Oui, excuse-moi, ça. On vous laissera passer la ligne. C'est la dernière chose qu'on veut faire. Ça serait mettre la pression sur les députés. Les infirmières ont là, l'administration a un plan d'action. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ils seront bien pris garde pareil. Ils ont voté pour la grève, mais ils ne peuvent pas faire la grève présentement. Le gouvernement provincial a fait appel aux tribunaux pour suspendre leur droit de grève. Une décision sera prise un peu plus tard au cours du mois d'avril. Je crois que c'est le 19 avril. On devrait statuer. Entre-temps, qu'est-ce qu'offre la province? 1 % d'augmentation par année, échelonné sur plusieurs années. Du côté syndical, on a demandé l'arbitrage obligatoire pour tenter de dénouer l'impasse parce qu'il n'y a rien qui se passe en ce moment. On diffuse en ce moment, parce qu'on est le 2 avril. Rien qui se passe dans les négociations. Et du côté du gouvernement, on refuse l'arbitrage obligatoire. On impose des conditions à l'arbitrage obligatoire. Ça génère beaucoup de frustration, mais également, ça fouette les membres syndiqués. C'est ce que nous dit en tout cas M. Roland Cormier. M. Cormier, qui est le vice-président du syndicat des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. On l'écoute. Sentiment parmi nos membres de ricochet. Premier ministre a énergisé les 4100 membres, les messieurs et les madames qui étaient normalement pas activistes de tout dans le syndicat. Ils ont mis le feu au derrière. Indirectement, c'est ça les gens dans les foyers de soins écoutent les nouvelles, puis quand tu entends parler des gouvernements qui disent qu'on a assez de personnel à l'intérieur des foyers de soins, c'est un insulte total envers les employés. L'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick est impliquée dans ce dossier par le biais, entre autres, de son directeur général, M. Luc Doucette, qui a une position éclairée et engagée dans ce conflit. J'ai recueilli son opinion. Dans l'énoncé du récent budget, le ministre dit qu'il veut collaborer avec les syndicats, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est tout le contraire. On ne semble pas vouloir négocier avec ces gens-là. Ces gens-là ont un droit de grève. Ces gens-là ne veulent vraiment pas faire la grève, ils veulent régler le conflit. Ça fait 28 jours que ça perdure, 28 mois, excuse-moi, que ça perdure. On a besoin de régler ça. Ces gens-là, on leur offre une augmentation salariale de 1,5 %. L'inflation est de 2,3 %. Donc, ces gens-là sont encore en manque. Donc, ces gens-là ont un travail extrêmement difficile. Je pense surtout aux préposés, aux infirmières auxiliaires immatriculées. Ont une charge de travail extrêmement lourde. Il y a peu de personnes pour les remplacer. Ces gens-là méritent un salaire. L'infirmier et l'infirmière auxiliaire immatriculée qui travaillent en foyer de soins a une charge de travail beaucoup plus lourde que la même personne que la personne qui fait le travail dans un hôpital. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ces gens-là, on a besoin de régler parce qu'on a besoin de s'assurer que nos aînés aient accès à des soins et des services appropriés et en temps où il y a besoin. Lorsqu'on doit donner un médicament à 8 heures, si on donne à 11 heures, il y a un problème majeur pour la personne aînée. Puis moi, lorsque j'ai rencontré des membres du syndicat il y a quelques semaines, j'ai expliqué ça. Je soutiens leurs revendications. Par contre, si ils doivent faire la grève, s'ils montent une ligne de piquetage, je leur demande de démontrer de la compassion et de l'humanité, de laisser passer les lignes de piquetage. Les parents d'aînés qui sont alités, des personnes qui ne peuvent pas s'occuper de leurs propres soins. Dans les foyers de soins, il y a des personnes qui peuvent s'occuper sensiblement pas mal de leurs soins, sont assez mobiles, puis ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Mais pas eux autres. Mais les autres gens, qu'on les laisse passer, qu'on respecte ces gens-là, qu'on les traite avec dignité et respect. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont aller aider ces personnes. Puis les employés qui travaillent avec ces personnes aînées-là, c'est devenu
pratiquement partie de leur famille. On arrive là, on parle de la journée, on parle du beau temps, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il était plus jeune, est-ce qu'il va me rendre la visite. Donc, ils veulent aussi s'assurer que ces gens-là aient accès à des soins de qualité. Et nous, les aînés francophones, on ne démarre pas. Il faut s'assurer qu'on soit là pour défendre leurs droits, s'assurer qu'il y ait des services le plus longtemps possible à domicile, des services dans leur langue. Il faut s'assurer que les gens qui offrent les services à domicile aient un salaire adéquat. 11, 12 $, 13 $ de l'heure, c'est insuffisant. On dit, nous autres, on demande un minimum de 15 $ de l'heure. L'idéal, c'est de 18 à 19 $ de l'heure. Ces gens-là ne font plus qu'aller laver la vaisselle, préparer un repas, aider la personne au bain et balayer. S'il arrive, il y a eu 30 cm de neige, c'est ces personnes-là qui vont prendre la pelle, ils vont nettoyer le petit trottoir, vont nettoyer l'entrée. Si la personne aînée ne peut pas voir à l'extérieur, ces personnes-là vont aller, ils vont pelleter pour s'assurer qu'ils peuvent voir plus longtemps. Donc ces gens, c'est lourd, on a des difficultés à recruter, mais il faut s'assurer que ces gens-là ont un salaire adéquat, qu'il y ait des bénéfices, qu'on leur paye des vacances, l'assurance médicaments, c'est important. Et puis, nous, on dit que ça ne devrait pas être des entreprises privées, que ces employés-là devraient être des employés du gouvernement, avec un salaire au même titre que les autres employés qui travaillent, que tu sois ingénieur, que tu sois infirmier, infirmière. S'assurer une stabilité du service. Exactement. Oui. Pourquoi ce conflit est tellement important? C'est parce que ça a un impact plus large, en fait, sur tout le système de soins de santé au Nouveau-Brunswick. C'est un exemple. L'hôpital Georges L. Dumont à Moncton est de loin le plus important hôpital francophone au Nouveau-Brunswick. Il y a 20 sur une base plus ou moins régulière des lits qui sont occupés par des personnes âgées en perte d'autonomie qui devraient normalement être dans des foyers de soins, mais parce qu'il n'y a pas de personnel suffisant dans les foyers de soins, ils sont obligés de demeurer à l'hôpital, ce qui occasionne d'autres problèmes pour les hôpitaux en termes d'accès aux gens qui ont besoin justement de ces lits d'hôpitaux. Donc, ce n'est pas un problème de manque de foyers de soins, c'est un problème de rétention de personnel. À nouveau, M. Luc Doucette. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Cessons de construire des foyers de soins qui poussent au Nouveau-Brunswick comme des champignons. Pensons plutôt à investir dans les soins et services à domicile. Si on peut intervenir rapidement, que la personne a un besoin, on identifie un besoin, on intervient rapidement à domicile, on est capable de maintenir ces gens-là à domicile le plus longtemps possible. Puis c'est ce que les personnes aînées veulent. Pour certaines personnes aînées, se retrouver dans un foyer de soins, c'est un mouroir, c'est une condamnation à mort. On perd son milieu familier. Exactement. Et si l'on fait ça, on garde les gens à domicile le plus longtemps possible, on va épargner des sous. Ça coûte beaucoup moins cher aider quelqu'un à continuer à vivre à domicile que ça peut l'être de payer un tarif per diem exorbitant dans les foyers de soins. Si la province avait la volonté politique de faire cela, on pourrait devenir les leaders en Amérique du Nord en termes de soins à domicile. Parce qu'on est une petite province, puis là, la province réalisait que oui, on peut avoir un budget austère, mais on va sauver des sous en faisant ça. Bon, on change de registre complètement. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une réplique de la frégate française l'Hermione qui a participé à la guerre pour l'indépendance des États-Unis en 1780, avec à son bord le marquis de Lafayette qui était dans cette frégate. On va parler de cette frégate, mais ce qui est plus important, c'est de parler de la personne qui a construit cette maquette. Ça lui a pris des années, des milliers d'heures de travail. Il a étudié les plans pendant 2 mois avant de se mettre à l'œuvre. C'est un labeur de passion et d'amour. Finalement, ça a été fait par M. Yvon Haché, un retraité de 82 ans qu'on a rencontré. Je demeurais près de la mer, la baie des Chaleurs, puis on voyait des bateaux passer, puis on s'imaginait bien des choses sur les navires, les bateaux de pirates, ces choses-là. Donc ça m'intéressait toujours de construire quelque chose, une maquette un jour de cette envergure ici. D'ailleurs, mon grand-père était un constructeur de bateaux, il était pêcheur. Donc c'est de cette façon que j'ai commencé à faire des maquettes de navires. C'est comme construire une maison. Ça nous prend un footing, comme on appelle, ou une base. Le bateau, c'est la même chose. On fait la quille. Si on n'a pas de quille, c'est comme la colonne vertébrale. On n'a pas de colonne vertébrale, on ne peut pas exister trop fort. Donc, avec cette formule, qui est la bonne formule de construire un navire, c'est la quille de début.
On va avec les membranes de chaque côté, après ça, on met le bordage autour et ainsi de suite, et on monte jusqu'au grand mât, et ainsi de suite, des voiles, des canons, tout ce qui inclut le gréement d'un navire. Combien d'heures de travail vous diriez que vous avez mis là-dedans? J'ai mis à peu près 2500 heures de travail sur 3 ans. Cette maquette ici mesure, en réalité, le navire mesure 216 pieds de long. Il est réduit à 6 pieds de long, à l'échelle, un 36e, ce qui comprend de la quille jusqu'à la pomme du mât, du grand mât. Tout est construit à l'échelle. Et c'est fait à la main à 90%, 95%? Oui, à la plupart. 90% de... Je taille mon bois à l'échelle. Toujours, ce que c'est qui est un quart de pouce, ça représente 9 pouces. Donc c'est tout réduit à un 36e. Tout comme les poulies ont été fabriquées à la main avec le réa à l'intérieur, qui d'une grosseur de 3 mm à 8 mm de diamètre, le réa, qui est installé dans un boîtier en bois de l'érable. On peut les sortir tous ensemble. Ce sont des petits bateaux de sauvetage. Les plus petits ici, le 2e et le 3e, sont faits à l'échelle de 1/36e. Ça représente à peu près 36 pieds de long environ, celui-ci, le plus gros, avec les rames qui sont ici à bord. Puis ici, vous voyez à l'arrière, ici, vous avez, c'est bien indiqué, canot Lafayette. Donc, c'était le marquis de Lafayette qui est venu annoncer à George Washington en 1780 l'avenue de ce navire pour combattre contre la guerre de l'indépendance des États-Unis. Le centre du boîtier ici, là, oui. Où est-ce que le réa est? Pour le tenir en place, c'est une tige qu'on appelle un cure-dent pour chaque réa qui est installé ici. Il y a 240 poulies, en fait, du 3 mm jusqu'à 8-10 mm. Tout dépend de la grosseur de la voile et de la vergne ici. Plus que la vergne est grosse, plus la poulie est grosse. Moi, je ne suis pas un couturier. Je suis un type qui travaille le bois. Donc, j'avais une madame que je connaissais ici, Madame Isabelle. Elle m'a taillé tout. J'ai donné le plan des voiles, les dimensions exactes. Et puis, elle m'a fait toute la couture qui va dessus, le taillage des voiles dans un matériel de coton. On va avoir un but à chaque journée. Aujourd'hui, je vais travailler sur les voiles. Une autre journée, je vais travailler sur des canons. Lorsque j'ai commencé les canons, ça m'a pris 3 mois à fabriquer 32 canons. Donc, c'était tout à l'échelle. Il fallait que ça soit précis. Je n'allais pas d'un projet à l'autre sur le navire. Je ne faisais pas peut-être deux. Quand j'étais fatigué sur un modèle de canon, ou des voiles, ou des mâts, je faisais le deuxième, en fait. J'imagine qu'en vous couchant le soir, que ça devait rouler dans la tête. Hein? Qu'est-ce que vous aviez fait? Ben, c'est un peu, parce que le matin, il faut que tu dises, ben là, je vais faire ça aujourd'hui. Demain, je ferai l'autre partie, lorsque la première partie sera terminée. Donc, c'est un projet de longue haleine, mais qui nourrit ton esprit. C'est une grande passion. Je suis content d'avoir réalisé ce projet parce que c'est une vraie thérapie pour le moral, pour continuer de pouvoir vivre plus aisément. Alors, ce qu'on voit présentement, ce sont des images grandeur nature de la frégate française l'Hermione. Ça donne une idée du travail de précision qu'a accompli M. Yvon Haché. On l'en remercie beaucoup. Et oui, c'est important d'avoir un passe-temps valorisant pour apprécier la vie. Et c'est aussi important d'avoir une certaine aisance financière. Je vous parle de cet aspect
parce qu'il y a une récente étude au Nouveau-Brunswick qui a été commandée d'ailleurs par l'Association francophone des aînés de la province, une étude qui révèle quand même des données assez préoccupantes. Un aîné sur 5 au Nouveau-Brunswick vit sous le seuil de la pauvreté. Cette étude a été pilotée par M. Maurice Baudin, un chercheur qui est professeur d'économie à l'Université de Moncton au campus de Shippagan. Il a récemment présenté les résultats de son étude. Il nous les détaille. Ça concerne un grand nombre d'aînés, 20 des aînés, en moyenne. 20 des aînés, on a 140 000 aînés à peu près au Nouveau-Brunswick. 20 sont dans une situation de faible revenu, selon la définition de Statistique Canada. Donc, c'est préoccupant, oui. C'est d'autant plus préoccupant que ce pourcentage-là augmente jusqu'à 40 pour des groupes spécifiques, surtout les familles monoparentales d'aînés et les gens qui vivent seuls, les aînés vivant seuls. Et les femmes? Et ça concerne encore là davantage les femmes. 2 femmes sur 3 ou même plus, selon les cas. Donc, parce que c'est les femmes qui se retrouvent finalement plus souvent que les hommes seuls. Puis ces femmes-là n'ont pas accumulé de plan de pension. Ils n'ont pas eu des emplois là, syndiqués, ou la plupart d'entre elles, il y en a beaucoup qui n'ont même pas travaillé. Ils ont travaillé, mais à la maison. Okay? Donc, c'est très préoccupant, oui, pour ces groupes-là. C'est aussi préoccupant pour certaines, je dirais, certaines régions plus que d'autres. Le nord du Nouveau-Brunswick en particulier, surtout les centres du nord, les centres urbains du nord. Bathurst, Campbellton et Edmundston, et un peu Miramichi. Les régions rurales en général. Ça concerne aussi davantage les francophones que les anglophones dans toutes les régions. Quelles que soient les régions, les francophones ont toujours un taux de situation de faible revenu plus élevé que les anglophones. Il y a un moment, M. Baudin, dans votre exposé, que ça m'a vraiment frappé. Le nombre de personnes qui ont 15 000 $ par année pour vivre et 20 000 $ par année pour vivre, on pensait que c'est une infime minorité, mais c'est quand même beaucoup de monde, ça. 40 000, il y a 40 000, je pense, en tout. Non, on était dans 25 000 pour le moins de 15 000 ou moins de 20 000. On parlait de 20 000 aînés, que je n'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est des chiffres importants. Mais on ne vit pas, on subsiste avec ces montants-là. À 15 000, c'est impossible. Il faut avoir de l'aide. Il faut avoir de l'aide des proches ou d'autres. C'est impossible. C'est un revenu après impôt de 15 000. C'est pas dans nos sociétés aujourd'hui. Le coût de la vie étant ce qu'il est. Impossible. Vous l'avez souligné au cours de votre présentation aussi que cette pauvreté-là, ce manque de revenus, ce manque à gagner, ça a un impact sur la santé des aînés. Leur isolement et tout, la façon qu'ils sont isolés, la façon qu'ils se nourrissent et tout ça. Fait que tout ça, ça impacte sur leur qualité de vie. C'est un cercle vicieux. Ces conditions-là, cette précarité socio-économique, ces gens-là, ils ne l'ont pas eu soudainement. Souvent, ils l'ont vécu déjà en partie durant leur vie active. Une fois les enfants partis, etc., ils sont arrivés en retraite. Mais en retraite, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une retraite à l'aise. Donc, ils ont des problèmes. Souvent, ils s'alimentent moins bien. Ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes d'inclusion sociale. Ils ne se sentent pas inclus. Ils participent moins dans les activités communautaires. Ils sont moins susceptibles d'aller chercher un emploi pour combler leurs besoins. Souvent, il y a des aînés qui vont aller prendre un emploi à temps partiel, des choses comme ça. Mais ces gens-là souvent ne sont même pas là parce qu'ils sont un peu exclus. Ils n'ont pas la capacité, puis c'est un cercle vicieux. Comment bien s'alimenter quand on a un budget réduit? C'est ce qu'on va parler au cours des prochaines minutes avec la diététicienne Annie Soucy-McLaughlin, qui est diététicienne dans un magasin Sobeys ici à Moncton. J'ai déjà vu des gens, juste par expérience, avec des épiceries de 60 $ par semaine pour une personne, puis c'était bien santé, là. Ah oui, avec des menus assez variés. Des menus quand même assez variés, Okay. oui. Avec des petits trucs?
Oui. C'est quoi vos petits trucs? Oui. Bien là, ici, on est dans le rayon des fruits et des légumes, puis ça fait partie d'une alimentation saine de manger assez de légumes, assez de fruits. Et puis, mes petits trucs, bien, c'est d'acheter en saison, acheter localement si possible, acheter en saison. Fait que tout de suite, on est dans le mois de mai, ou avril. Et puis, le mois d'avril, on n'a pas beaucoup de choses en saison. Donc, il faut regarder les aubaines qu'on voit sur la circulaire. Et puis, si on n'est pas capable de se procurer les fruits ou les légumes qu'on recherche à bon prix, on peut aussi les acheter congelés pour recevoir la même valeur nutritive. Puis tout de suite, vraiment, les aliments congelés, comme les fruits et les légumes congelés, sont vraiment à des bons prix. Puis on a beaucoup pour notre argent. Que la valeur nutritive est presque aussi bonne. Elle est autant bonne. Je pense aux fruits sauvages, les bleuets, les mûres. Oui, absolument. Oui, tu pourrais les trouver dans le rayon des congélateurs. Les sacs congelés, puis ils sont super bons. Fait que finalement, pour les gens qui veulent bien manger, c'est de faire ses devoirs aussi. Pour comparer tout. Il faut faire un petit peu de devoirs, c'est sûr. Regardez, puis la première chose que je donnerais comme conseil, c'est apprenez c'est quoi les prix réguliers des aliments. Parce que même des fois, si on regarde la circulaire, on peut penser « Oh, c'est un bon rabais », mais vraiment, si c'est pas... Qu'est-ce qu'on voit sur la circulaire? C'est pas tout le temps la plus grosse aubaine qu'on peut retrouver. Fait connaissez les prix des aliments. Soyez familiarisés par là pour avoir les meilleurs achats possibles toujours. Fait que l'éducation est très, très importante. Vous avez en vos mains le Guide alimentaire canadien, le plus beau, entre guillemets. Oui. Et ça met l'accent davantage sur peut-être moins les viandes et plus... Bien, exactement. Puis vraiment, je pense que le nouveau Guide alimentaire canadien vous apporte des indices pour avoir une épicerie santé sur un budget, parce qu'une grosse section, une grosse portion de notre argent va dans les protéines, dans les viandes, volailles, poissons. Et puis, le Guide alimentaire canadien recommande un petit peu plus de protéines végétales. Donc, vous saurez, comme si vous allez dans les rayons où est-ce qu'ils vendent des haricots, des fèves, des lentilles, tout ça, vous allez remarquer que c'est très, très peu dispendieux. Et puis, ça vaut la peine de faire des recettes comme des soupes de lentilles ou ajouter des bines ou des haricots dans votre sauté plutôt qu'utiliser du poulet ou de la viande. On poursuit dans la même veine avec Mme Ginette Petitpas-Taylor. Vous la connaissez sûrement de nom, députée fédérale de Moncton et ministre fédérale de la Santé. Elle nous présente, à sa façon, le Guide alimentaire canadien. Bonjour. Pendant des décennies, le Guide alimentaire canadien a été une ressource formidable pour les familles canadiennes. C'est avec fierté que je lance le nouveau Guide alimentaire du Canada. Il contient de judicieux conseils qui vous aideront à préparer des repas sains pour vous-même, votre famille et vos amis. Il vous aidera à bien manger et, du même coup, à bien vivre. Ce que vous mangez n'est pas la seule chose qui contribue à une saine alimentation. Où, quand, pourquoi, comment et avec qui vous mangez sont des éléments aussi importants. Cuisiner plus souvent peut vous aider à adopter de saines habitudes alimentaires. Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes à planifier et à préparer des repas avec vous. Bien manger en bonne compagnie est une belle idée. Cela procure de nouveaux bienfaits et contribue à un mode de vie sain. Par exemple, vous devriez manger des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments hauts en protéines. Choisissez des aliments protéinés d'origine végétale souvent. Boire de l'eau de préférence et limitez la consommation d'aliments élevés en sodium, en sucre ou en gras saturés. Et n'oubliez pas de lire vos étiquettes. Pour être en bonne santé, il est important de faire des choix alimentaires sains, où que vous soyez. Le nouveau Guide alimentaire donne des conseils sur la façon de manger sainement là où vous vivez, étudiez, travaillez et jouez. Nous espérons qu'il vous plaira et vous aidera à faire des choix sains. Découvrez votre guide alimentaire à canada.ca/guide alimentaire. Bon appétit! Voilà, c'est tout pour ce premier magazine. Pour vous abonner, c'est bien simple. Si vous cliquez en bas de l'écran droite, et pour des commentaires, c'est un peu plus bas sur cette vidéo. On vous remercie de votre écoute. À très bientôt.